Un garçon noir interrompt un juge au tribunal et ce qu'il dit laisse le juge pâle et tout le monde dans le tribunal sans voix. La salle d'audience est silencieuse, mais la tension qui règne dans l'air est insoutenable. Tous les regards sont tournés vers un garçon noir, âgé de 12 ans à peine, qui, avec un courage inattendu, interrompt le juge en plein milieu de l'audience. Il prononce 2 mots qui font perdre ses couleurs à l'homme le plus imposant de la salle, comme s'il avait vu un fantôme. Mais qui était ce garçon? Pourquoi ces paroles ont-elles eu un tel impact? Qu'avait-il enduré pour en arriver là? Ce qui semblait être un public ordinaire cachait une sombre vérité. L'histoire de Mathéus, un garçon qui a survécu aux abus et à la négligence de ses parents adoptifs, a mis en lumière les aspects les plus sombres de la vie familiale. Derrière les murs d'un foyer apparemment tranquille, il y avait des cris étouffés, de la violence déguisée en discipline et une douleur qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Avant de plonger dans cette histoire émouvante et révélatrice, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager votre opinion dans les commentaires. Votre interaction peut faire la différence dans la lutte contre l'injustice. Mathéus était un garçon discret qui regardait rarement les gens dans les yeux. À l'école, ses professeurs ont remarqué qu'il semblait toujours fatigué et distrait. Mais c'est son professeur Carla, avec sa sensibilité aiguë, qui a remarqué les signes que les autres ignoraient. Les vêtements toujours trop amples pour cacher les marques, le regard fuyant lorsque quelqu'un lui demandait des nouvelles de sa maison, et les excuses répétées pour justifier des blessures mineures. Mathéus vivait avec Rogerio et Patricia, ses parents adoptifs. Pour le voisinage, il formait le couple parfait, toujours souriant et participant aux événements de la communauté. Mais la réalité était différente à la maison. Rogerio était autoritaire, avec des accès de colère qui faisaient trembler Mathéus de peur. Patricia, bien que moins agressive physiquement, utilisait des mots aussi tranchants que des couteaux, sapant progressivement l'estime de soi du garçon. « Tu devrais être reconnaissant », disait-elle en poussant une assiette de nourriture simple vers Mathéus. « Si nous n'étions pas là, tu serais à la rue. » Rogerio, quant à lui, contrôlait tous les aspects de la vie de Mathéus. Il disait qu'il faisait du garçon un vrai homme, mais tout ce qu'il faisait, c'était imposer la peur. Lorsque Mathéus commettait de petites erreurs, comme oublier de faire la vaisselle, Rogerio se faisait un devoir de le réprimander pour que personne n'en voie les conséquences. C'est au cours d'une matinée ordinaire que l'enseignante Carla a décidé d'agir. Au cours d'une activité de groupe, Mathéus s'est laissé distraire et a laissé sa chemise remonter légèrement. Carla a vu une tache violacée dans son dos, qu'il s'est empressé de dissimuler. Elle n'a rien dit sur le moment, mais a convoqué le garçon pour une discussion après le cours. « Mathéus, tu vas bien ?» demande-t-elle d'une voix douce mais pleine d'inquiétude. Le garçon secoue la tête en essayant de sourire. « Oui, professeur. Je vais bien. » Mais Carla savait que ce n'était pas le cas. C'était la même réponse qu'elle avait déjà entendue de la part d'autres enfants confrontés à des situations difficiles. Elle a décidé d'enquêter. Elle a parlé à d'autres enseignants qui ont mentionné le comportement renfermé de Mathéus et s'est adressée à l'assistante sociale de l'école. Pendant ce temps, chez Rogerio et Patricia, la situation devient de plus en plus tendue. Patricia a commencé à remarquer que Mathéus était plus silencieux que d'habitude, comme s'il préparait quelque chose. « Tu ne trouves pas qu'il agit bizarrement ?» dit-elle à Rogerio pendant le dîner. « Ce n'est qu'un garçon », répond Rogerio d'un ton dédaigneux. Malgré cela, il commence à devenir plus attentif et à surveiller Mathéus de près. À l'école, Carla encourage Mathéus à parler de ce qui se passe. Au début, il a nié, disant que tout allait bien. Mais au fil du temps, il a commencé à se confier à elle et à lui raconter de petits bouts de son histoire. « Il ne m'aime pas », a déclaré Mathéus un jour, alors qu'il jouait avec un crayon dans les mains. Ils ne font semblant que lorsqu'il y a des gens autour d'eux. Carla savait qu'elle devait agir vite. Elle a commencé à consigner tout ce que Mathéus disait et les signes qu'elle voyait. Elle a cherché du soutien à l'école et a alerté les autorités. Pendant ce temps, Rogerio et Patricia commençaient à se douter que quelque chose n'allait pas. Un jour, Rogerio a trouvé Mathéus en train d'écrire quelque chose dans un cahier et lui a arraché le papier des mains. Il s'agissait d'une rédaction scolaire dans laquelle Mathéus décrivait un « monstre invisible » qui contrôlait sa vie. Rogerio était furieux, mais Patricia l'a persuadé de rester calme. « Si nous agissons maintenant, nous allons éveiller les soupçons, » dit-elle. « Laissons-le penser qu'il contrôle la situation. » Ils étaient loin de se douter que Mathéus avait déjà décidé de se battre. Inspiré par les paroles de Carla, il a commencé à enregistrer tout ce qui se passait chez lui. Il a enregistré des conversations, pris des photos des marques sur son corps et caché le tout dans un endroit sûr. Carla, de son côté, a rassemblé tout ce matériel et l'a remis aux autorités. C'est ainsi que l'affaire a été portée devant le tribunal, où la vérité allait enfin être révélée. Ce matin-là, la salle d'audience était pleine à craquer,
chaque siège étant occupé par des spectateurs, des avocats, des travailleurs sociaux et même des journalistes. L'histoire de Mathéus, le garçon qui a osé tenir tête à ses parents adoptifs abusifs, a attiré l'attention de toute la ville. Mais même si tout le monde a les yeux rivés sur lui, Mathéus sent son estomac se retourner alors qu'il attend sur le banc à côté de son professeur Carla et de l'avocat chargé de le représenter. De l'autre côté de la salle, Rogerio et Patricia sont impeccablement habillés. Ils sourient aux jurés, saluent des connaissances dans l'assistance et échangent des chuchotements de complicité. Quiconque les voit croit qu'ils sont les parents adoptifs parfaits. Mais Mathéus connaît la vérité. Et c'est le moment de tout révéler. Le juge entre dans la salle, imposant un silence immédiat. C'est un homme d'âge moyen, au regard sérieux et à la posture rigide. Il a rappelé l'affaire à l'ordre et l'avocat de Rogerio et Patricia a été le premier à prendre la parole. Monsieur le juge, mes clients, Rogerio et Patricia, sont des exemples de bonté et de générosité. Ils ont ouvert leurs portes et leur cœur à un garçon qui avait besoin d'un foyer. Mais malheureusement, ce garçon, traumatisé par un passé difficile, a commencé à inventer des histoires pour saboter la seule famille qu'il avait accueillie. Les paroles de l'avocat semblent répétées, et chaque phrase est comme un coup de poignard dans le cœur de Mathéus. Il a regardé Carla, qui lui a serré la main en lui murmurant « Reste fort ». La vérité est de notre côté. Rogerio a été le premier à se présenter à la barre. Il a regardé le juge en face, avec l'expression de quelqu'un qui s'apprête à raconter une histoire émouvante. Adopter Mathéus a été un acte d'amour, a-t-il commencé, la voix douce et pleine de fausses émotions. Dès le départ, nous savions que ce ne serait pas facile. Il venait d'un foyer compliqué et avait besoin de beaucoup de soutien. Nous avons tout fait pour lui, des séances de thérapie au cours particuliers, mais il n'a jamais réussi à nous faire confiance. Lorsque Patricia a été appelée à témoigner, elle a utilisé les mêmes tactiques. Elle a feint de pleurer, a dit qu'elle aimait Mathéus comme un fils, mais qu'il était difficile, et que tout ce qu'il voulait, c'était l'aider à surmonter son passé. De l'autre côté de la salle d'audience, Mathéus a le cœur lourd. Leurs paroles étaient si convaincantes qu'il commençait à douter que les gens le croient. Mais lorsque l'avocat de Carla se lève, le vent commence à tourner. « Votre honneur », dit fermement l'avocat de Mathéus. Ce que nous allons voir aujourd'hui est une autre histoire. Une histoire d'abus, de manipulation et de négligence. Nous présenterons des preuves qui démasqueront la véritable nature de ce couple. Le moment décisif est venu lorsque Mathéus a été appelé à la barre des témoins. Il s'y rend lentement, ses jambes étant comme du plomb. Il s'est assis, a regardé autour de lui et a vu les visages sérieux du jury, l'expression froide de Rogerio et le regard encourageant de Carla. « Que voulez-vous dire à la cour, Mathéus » demande calmement l'avocat. Mathéus respire profondément. « Ce sont des menteurs, dit-il, la voix tremblante mais ferme. Ils prétendent être des gens bien, mais à la maison, ils me traitent comme de la merde. » Un murmure s'élève dans l'assistance. Le juge a levé la main pour demander le silence. « Continue, Mathéus », encourage l'avocat. Avec précaution, Mathéus a commencé à raconter son histoire. Il a parlé des cris, des punitions, des mots cruels qui le faisaient se sentir plus petit. Il a parlé du jour où Rogerio l'a poussé contre le mur parce qu'il n'avait pas bien nettoyé la maison. Puis, les mains tremblantes, il a montré à la cour les enregistrements qu'il avait réalisés. La salle est devenue silencieuse lorsque les voix de Rogerio et de Patricia ont envahi la salle. La voix de Rogerio résonne sur l'enregistrement. « Tu crois que quelqu'un va te croire, petit. Tu n'es qu'un poids mort de plus. Sans l'argent que nous avons reçu, tu ne serais même pas là. » Les preuves ont fait l'effet d'une bombe. Tous les enregistrements, toutes les photos des marques d'agression sur Mathéus, tous les documents financiers montrant l'utilisation abusive des allocations reçues pour s'occuper de lui, ont été affichés. Le masque parfait de Rogerio et Patricia a commencé à s'effriter. Mais le moment le plus important reste à venir. Patricia semble pétrifiée, comme si toutes ses paroles répétées s'étaient évaporées dans l'air. Rogerio, quant à lui, était rouge de rage, son masque de tranquillité complètement détruit. Il se pencha en avant sur sa chaise, jetant un regard menaçant sur Mathéus, mais celui-ci garda la tête haute. Il sait qu'à cet instant, il doit être plus fort que jamais. « Votre honneur, je voudrais appeler le témoin suivant à la barre », annonce l'avocat de Mathéus. Tous les regards se tournent vers Carla, qui se lève calmement. D'un pas ferme, elle se dirige vers la barre des témoins. Dès qu'elle s'est assise, l'avocat a commencé à lui poser des questions. « Madame Carla, en tant qu'enseignante de Mathéus, qu'est-ce qui vous a amené à penser qu'il vivait dans un environnement abusif ?» Carla ajuste ses lunettes et respire profondément avant de répondre. « J'observe mes élèves tous les jours, votre honneur. Dans le cas de Mathéus,
il était évident que quelque chose n'allait pas. Il semblait toujours fatigué, avait du mal à se concentrer et arrivait souvent à l'école avec des notes qu'il ne pouvait pas expliquer. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était sa réaction lorsque nous parlions de la famille. Il était toujours tendu et évitait le sujet. L'avocat acquiesce. « Et vous avez décidé d'agir ?» ?»« Oui, j'ai essayé de gagner sa confiance. Je lui ai demandé comment il allait à la maison, mais il semblait trop effrayé pour parler. Puis, un jour, il a fini par me dire ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller voir le conseil scolaire pour lui faire part de mes inquiétudes. Et pendant ce temps, avez-vous remarqué quelque chose d'autre ?» Carla marque une pause avant de répondre. « Oui. Chaque fois que Mathéus était absent de l'école ou en retard, il semblait encore plus renfermé. Il m'a même dit que ses parents adoptifs utilisaient l'argent qu'il recevait pour s'offrir du luxe, alors qu'il souffrait de la faim ou était contraint de porter des vêtements usés. Je savais que je devais l'aider, mais je savais aussi que ce serait difficile. C'est alors que je lui ai suggéré de commencer à rassembler des preuves. » L'avocat se tourne vers le juge. « Monsieur le juge, j'aimerais présenter les déclarations de Carla, ainsi que les dossiers soumis plus tôt, comme preuve que l'environnement de Mathéus était clairement abusif et négligent. » Le juge acquiesce, l'air grave. Les preuves seront acceptées. À ce moment-là, la tension dans la salle d'audience est palpable. Chaque mot prononcé semblait peser des tonnes. L'histoire de Mathéus se déroulait de manière claire et dévastatrice, démontant la façade soigneusement construite par Rogerio et Patricia. Pourtant, l'avocat de la défense tente de réagir. « Excusez-moi, monsieur le juge, interrompt-il en se levant, avec tout le respect que je vous dois, nous devons considérer que Mathéus peut exagérer ou même inventer ses allégations. Après tout, ce n'est qu'un enfant, alors que mes clients ont des antécédents impeccables en matière de collaboration avec le système d'adoption. » Le juge hausse un sourcil, mais avant qu'il ne puisse répondre, Mathéus se lève brusquement, le cœur battant. Tous les regards se tournent vers lui. « Monsieur Mathéus, » dit le juge, surpris. « Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ?» Mathéus a senti le poids de l'attention de tous dans la salle, mais avec le courage accumulé au cours de temps de nuits difficiles, il s'est avancé et a dit, d'une voix ferme. « Ils ne me considèrent pas comme un fils. Pour eux, je ne suis qu'un compte en banque. » Un murmure parcourt la salle. Les mots simples et directs de Mathéus résonnent comme un coup à chaque personne présente. Rogerio tape de la main sur la table et tente de se lever, mais les agents de sécurité l'en empêchent. Le juge lève à nouveau la main pour demander le silence. Il regarde Mathéus en face. « Vous êtes très courageux, jeune homme. Continuez, s'il vous plaît. » Mathéus a pris une grande inspiration et a continué. « Je ne suis peut-être pas adulte, mais je sais faire la différence entre l'amour et l'intérêt. Et ce qu'ils font n'est pas de l'amour. Ils mentent, ils crient, ils blessent, et ils ne font semblant d'être de bonnes personnes que lorsque quelqu'un les regarde. Tout ce qu'ils ont fait, c'est tromper les autres et continuer à toucher l'argent qui devrait s'occuper de moi. » C'est alors que Liam, le meilleur ami de Mathéus, est appelé à témoigner. Il a raconté les fois où il a vu Mathéus avec des marques d'agression, comment Mathéus lui faisait confiance pour lui parler des choses qui se passaient à la maison, et comment il l'a encouragé à parler à Carla. « Mathéus est fort, mais il ne devrait pas avoir à l'être, » a déclaré Liam. Il veut juste être traité comme un garçon normal, et ces gens ne lui ont jamais donné cela. À chaque nouveau témoin et élément de preuve présenté, Rogerio et Patricia sont devenus plus tendus. Ils ne pouvaient plus cacher leur malaise alors que la vérité se dévoilait devant tout le monde. Lorsque le juge a demandé une suspension de séance pour délibérer, Mathéus a eu l'impression que l'air était devenu plus léger. Il retourne sur le banc à côté de Carla et de Liam, qui lui adressent des sourires encourageants. Bien qu'il soit encore nerveux, il sait qu'il a fait le bon choix. Maintenant, tout est entre les mains de la justice. Lorsque le juge revient au tribunal après la pause, l'atmosphère est tendue. Toutes les personnes présentes attendent avec impatience la décision, tandis que Mathéus garde les yeux fixés sur le juge, tenant l'épaule de Carla pour se rassurer. Rogerio et Patricia, quant à eux, sont pâles, visiblement mal à l'aise. Toute l'assurance qu'ils avaient affichée pendant le procès semblait s'être dissipée. Le juge ajuste ses lunettes et regarde Mathéus avant de commencer. Sa voix était ferme, mais il y avait un ton d'empathie. Après avoir soigneusement analysé les preuves présentées, y compris les témoignages de Mathéus, Carla, Liam et d'autres personnes impliquées, ainsi que les dossiers financiers et les enregistrements, ce tribunal conclut que messieurs Rogerio et Patricia ont agi de manière négligente, abusive et frauduleuse en ce qui concerne le bien-être de Mathéus. Leurs actions ont violé non seulement la confiance placée en eux par le système d'adoption, mais surtout les droits fondamentaux d'un enfant qui aurait dû être sous leur responsabilité. Le juge marque une pause, laissant ses paroles résonner dans la salle.
Il se tourne ensuite directement vers Rogerio et Patricia. Rogerio et Patricia, vos actes sont non seulement moralement répréhensibles, mais aussi criminels. Non seulement vous n'avez pas rempli vos devoirs de parents adoptifs, mais vous avez utilisé le système à votre avantage en négligeant et en maltraitant Mathéus. Par conséquent, j'ordonne que la garde de Mathéus vous soit immédiatement retirée et que vos droits d'adoption soient définitivement révoqués. En outre, les documents financiers présentés indiquent une violation manifeste des lois relatives à l'utilisation des fonds destinés à la prise en charge des enfants adoptés. Rogerio, vous serez arrêté pour fraude financière et maltraitance d'enfants. Garde, mettez-le en garde à vue. 2 agents s'approchent de Rogerio, qui commence à protester. C'est absurde. C'est un mensonge. Mais sa voix a été étouffée par les gardes qui l'ont menotté et l'ont escorté hors de la salle d'audience. Patricia se met à pleurer, mais le juge reste impassible. Quant à Madame Patricia, sa complicité est tout aussi condamnable. Bien que vous ne soyez pas l'auteur principal des délits financiers, votre négligence a permis les abus. Vous ferez l'objet d'une enquête pour votre participation et ne pourrez plus être tutrice légale d'un enfant. Ce tribunal considère que vos actes sont tout aussi graves. Patricia fond en larmes, mais personne dans la salle d'audience ne semble ému. Mathéus regarde tout cela avec un mélange de soulagement et d'émotion. Pour la première fois, il a l'impression d'être entendu. Le juge s'est tourné vers Mathéus. Mathéus, je tiens à souligner le courage extraordinaire dont vous avez fait preuve en vous levant et en racontant votre histoire. Votre force et votre détermination sont remarquables. Non seulement ce tribunal croit en vous, mais il s'engage à veiller à ce que vous soyez placé dans un environnement sûr et aimant. Il a marqué une pause avant de poursuivre. Je comprends que des changements comme celui-ci peuvent être difficiles, mais j'espère que vous voyez cela comme le début d'une nouvelle opportunité de construire une vie où vous serez pris en charge et respecté comme vous le méritez. Carla a serré l'épaule de Mathéus et a murmuré « Tu as réussi. Nous sommes tous fiers de toi. » Le juge s'est ensuite adressé à Carla. « Professeur Carla, votre dévouement à l'égard de Mathéus et le courage dont vous avez fait preuve en révélant cette situation ont été exemplaires. Le système a besoin de personnes comme vous. Je suis sûr que Mathéus vous sera éternellement reconnaissant de votre soutien. » Carla, émue, a répondu « C'est lui qui a eu le courage, votre honneur. J'ai simplement fait ce que tout adulte devrait faire. » Le procès a été ajourné, mais la vie de Mathéus ne faisait que commencer à changer. Après le procès, Mathéus a été confié temporairement à Carla, le temps que les formalités juridiques soient réglées. Carla et sa famille lui ont ouvert les portes de leur maison, lui offrant non seulement un toit, mais aussi un foyer. Lors de sa première nuit chez Carla, Mathéus a été accueilli par un dîner chaleureux. La table était remplie de plats qu'il n'avait jamais imaginé goûter, et la famille de Carla l'a traité comme s'il faisait déjà partie des siens. Après le dîner, Carla a montré à Mathéus sa chambre, un espace simple mais confortable avec un lit confortable, une petite bibliothèque remplie de livres et même un tableau blanc où il pouvait dessiner ou écrire. Mathéus est resté dans l'embrasure de la porte, essayant d'assimiler tout cela. C'était tellement différent de ce à quoi il était habitué. Carla s'est rendu compte de son hésitation et lui a dit en souriant « C'est ta nouvelle maison, Mathéus. Ici, tu es le bienvenu et on s'occupera de toi. » Lentement, Mathéus a commencé à s'ouvrir. Au fil du temps, il a réappris à faire confiance, à sourire sans crainte et même à rêver d'un avenir qui lui semblait auparavant impossible. Il a commencé à exceller à l'école, encouragé par Carla et ses nouveaux camarades de classe. Le courage dont il a fait preuve en tenant tête à ses agresseurs est devenu une source d'inspiration pour d'autres élèves confrontés à leurs propres difficultés. Des années plus tard, Mathéus était sur scène lors d'une cérémonie de remise des diplômes, sur le point de recevoir son diplôme. En regardant le public, il a vu Carla et sa famille l'ovationner. Il s'est arrêté, a respiré profondément et a pris le micro. Il y a quelques années, je pensais que la vie ne serait jamais différente, que personne n'entendrait ma voix ou ne croirait en moi. Mais grâce à des personnes qui s'intéressent vraiment à moi, j'ai non seulement été sauvé, mais j'ai aussi eu la chance de repartir à zéro. Aujourd'hui, je veux leur dédier cette réalisation, ainsi qu'à tous les enfants qui attendent toujours une voix pour les défendre. Ne cessez jamais de croire que les choses peuvent changer. Le public a ovationné Mathéus à sa descente de scène. Il savait que le voyage avait été difficile, mais il l'avait rendu plus fort et plus déterminé. C'est ainsi qu'une histoire qui a commencé par la souffrance et l'injustice s'est terminée par l'espoir et la promesse d'un avenir radieux. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la commenter et de la partager avec vos amis. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance de lutter pour la justice et l'humanité. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci.